Nicolas de Malebranche entretient sur la métaphysique et sur la religion. Quand paraissent en 1688 les entretiens sur la métaphysique et sur la religion, Malebranche est déjà un philosophe reconnu et consacré, ce qui signifie aussi qu'il a été un philosophe exposé aux discussions et polémiques. Pour préciser la portée et la nature de ces entretiens et saisir leur statut remarquable dans le corpus malebranchiste, il convient donc de les situer dans le parcours intellectuel de Malebranche, depuis la parution de la première édition de la Recherche de la vérité en 1674-1675. Malebranche, avant les entretiens sur la métaphysique et sur la religion, assez longue à se dessiner. La vocation philosophique de Malebranche fut sans doute provoquée par la lecture en 1664 du Traité de l'homme de Descartes, trouvé chez un libraire parisien au hasard d'une promenade. L'entrée de l'oratorien sur la scène philosophique de son temps représentant en revanche une sorte de coup d'éclat. La Recherche de la vérité, parue en 1674 et 1675 et augmentée à partir de 1678 d'une importante série d'éclaircissements, rencontra un succès immédiat et jamais démenti depuis lors. Mais si la Recherche constitue le livre le plus connu de Malebranche, elle demeure aussi un texte de jeunesse, ou une sorte de coup d'essai, comme tel souvent hésitant, conceptuellement parfois mal assuré, foisonnant et bigarré, très augmenté, voire déséquilibré au fil des nombreuses rééditions, lapidaire ou silencieux, aussi sur certains thèmes et aspects importants du malebраnchisme, de la maturité, la grâce, les modalités de l'action divine. Il était donc normal que Malebranche, loin de se contenter de ce coup d'essai, qui fut aussi à sa façon un coup de maître, prolongea et amplifia sa réflexion par d'autres ouvrages. On peut alors classer en trois catégories les textes publiés par Malebranche jusqu'en 1688. On compte tout d'abord deux traités qui précisent et approfondissent un domaine ou un thème particulier peu ou pas abordé dans la recherche. C'est le cas du traité de la nature et de la grâce, 1680, consacré aux modalités de l'action de Dieu et à la grâce, puis du traité de morale, 1684, qui se propose d'établir de façon détaillée une morale rationnellement fondée sur les idées des êtres. La deuxième catégorie comporte deux dialogues, les conversations chrétiennes, 1677, et les méditations chrétiennes et métaphysiques, 1683. Dialogiquement et stylistiquement parlant, ce dernier texte est d'allure particulière. Pour figurer la thèse dite de la vision en Dieu, il présente un dialogue entre un philosophe et le Verbe divin, la sagesse éternelle. Les conversations chrétiennes, quant à elles, mettent en scène, comme les EMR, les entretiens métaphysique religion, trois personnages, Théodore, Aristarque et Éraste, et sont avant tout conçus comme un prolongement de la recherche, pour en exposer les thèses de façon à la fois ramassée et abordable par un large public. C'est avec ce texte que Malebranche s'essaye pour la première fois, et avec un indéniable succès, à l'art difficile du dialogue philosophique, qui était un genre littéraire en vogue dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Indépendamment du fond philosophique de l'ouvrage, la réussite formelle et stylistique de l'oratorien tient non seulement à ses indéniables qualités d'écrivain, Malebranche est un des grands représentants de la prose française du second XVIIe siècle, mais aussi à sa façon de mettre en scène avec beaucoup de subtilité des protagonistes dotés d'une réelle consistance psychologique. Quelques années plus tard, les EMR représenteront une sorte d'aboutissement de cette familiarisation avec un mode d'exposition dialogique de la philosophie. La troisième catégorie est constituée par un assez volumineux ensemble de textes de controverse. Malebranche n'aimait guère la polémique, la dispute publique ou encore ce qu'on appelait alors les ouvrages de contention. Il ne se priva pas de le faire savoir, et les EMR portent la trace de ce rejet. Ils condamnent les disputes publiques et proposent à diverses reprises un portrait du bon philosophe en méditatif, attaché à rentrer en lui-même pour tenter d'écouter la voix ténue de la raison qui parle bas plutôt qu'à se perdre dans les éclats, tracas, fracas et cortèges de passions tristes qui accompagnent inévitablement les débats publics. Néanmoins, et d'après ce qu'il en dit, toujours à contre-cœur, Malebranche jugea souvent opportun de défendre parfois assez vivement sa doctrine lorsqu'elle était attaquée. La principale et à bien des égards la plus violente et redoutable de ces attaques vint d'Antoine Arnauld, 1612-1694. Ce grand Arnauld, chef de file du parti janséniste et gardien proclamé d'une certaine orthodoxie cartésienne en matière de philosophie.
Dans les années 1660-1670, Malebranche et Arnauld étaient sans doute assez proches, et le port royaliste avait, dans l'ensemble, apprécié la recherche. C'est au sujet du traité de la nature et de la grâce que les relations entre les deux hommes se détériorèrent. Il semble que Malebranche ait fait lire une première version de son traité à Arnauld, que ce dernier sourcilleux défenseur de ce qu'il considérait comme l'orthodoxie augustinienne en matière de grâce ait déconseillé la publication de l'ouvrage et que l'oratorien n'ait pas tenu compte de cet avis. Quoi qu'il en soit, à partir de 1683, Arnauld passa à l'attaque, inaugurant une polémique en forme de gigantomachie philosophique qui comporte plusieurs milliers de pages, se prolongea jusqu'à la mort d'Arnauld, et même au-delà avec la publication de posthumes auxquels Malebranche répondit et passionna, en ses commencements au moins, l'Europe intellectuelle. Si Arnauld est un adversaire redoutable, ce n'est pas seulement parce qu'il est, depuis les années 1640 et les innombrables débats qui ont suivi la publication de l'Augustinus du théologien Jansenus, rompu à l'art de la polémique. C'est aussi parce qu'il est un lecteur d'une remarquable acuité intellectuelle. Il a ainsi parfaitement compris la logique et l'architectonique du malebranchisme, en saisissant notamment que la théorie de la connaissance de l'oratorien représentait la condition de possibilité des thèses développées dans le traité de la nature et de la grâce. C'est pourquoi, avant de s'en prendre ouvertement aux thèses de ce traité, Arnauld entame les hostilités en 1683 par un ouvrage consacré à la gnoséologie malebranchiste, des vraies et des fausses idées. En 1684, Malebranche rétorque tant bien que mal dans une réponse de l'auteur de la recherche de la vérité au livre de Arnauld des vraies et fausses idées. Arnauld renchérit la même année. Défense de Arnauld, docteur de Sorbonne, contre la réponse au livre des vraies et des fausses idées. Malebranche répond d'un rechef en 1685 3 lettres de l'auteur de la recherche de la vérité touchant la défense de Arnauld. Estimant sans doute avoir assez porté le fer sur les questions de théorie de la connaissance, Arnauld publie alors, 1685-1686, une véritable rafale de textes qui s'entraînent cette fois de façon frontale et systématique à la théologie de Malebranche et à la doctrine du traité de la nature et de la grâce. Dissertation sur la manière dont Dieu a fait les fréquents miracles de l'ancienne loi, 9 lettres au révérend Malebranche, et enfin 3 livres de monumentales réflexions philosophiques et théologiques. Il est évidemment hors de question de présenter ici le contenu de cet ensemble de textes, au demeurant assez répétitif, et de plus en plus encombré au fur et à mesure que le débat s'envenime, par les considérations épiques personnelles. Mais ce bref aperçu de cette polémique suffit pour faire comprendre que Malebranche, au milieu des années 1680, se trouve intellectuellement parlant en assez mauvaise posture, en permanence sur la défensive, passif, obligé de suivre le rythme imposé par Arnauld, en parant ses coups les uns après les autres, contraint à adopter un genre littéraire, la querelle, qui n'apprécie pas et où son adversaire excelle. On exagérerait à peine ainsi en affirmant qu'en 1685-1686, le malebranchisme était ou risquait d'être comme saccagé, mis en charpie par les incessants coups de boutoir du grand Arnauld et de quelques autres. Circonstances de publication et nature du texte. C'est dans ces circonstances adverses que Malebranche, encouragé sans doute par ses amis et partisans, prit la décision de rédiger les EMR. La chronologie qui mène à la publication de l'ouvrage est dans l'ensemble bien établie. On trouve une première mention du projet dans une lettre de la fin 1686. On veut que je fasse une métaphysique, je crois qu'effectivement cela est fort nécessaire et que j'aurai plus de facilité que bien des gens. C'est la bonne métaphysique qui doit tout régler. Et je tâcherai d'y bien établir les principales vérités qui sont le fondement de la religion et de la morale. Il me semble que ce que je ferai sera meilleur que ce que j'ai fait. À l'été 1687, Malebranche, comme il en a l'habitude pour rédiger ses ouvrages, a quitté Paris pour un lieu calme, propice à la méditation solitaire. Je suis à présent dans la solitude de Raroy, diocèse de Meaux, où je travaille à des entretiens sur la métaphysique. L'ouvrage est achevé au début 1688 et paraît fin mai ou début juin 1688. Pour 3 raisons au moins, il est important de resituer ainsi les EMR au terme de la première et principale séquence de la polémique avec Arnauld. Même si cela n'apparaît pas immédiatement à la lecture des EMR, pour lesquels Malebranche a manifestement décidé de prendre du recul ou de la hauteur, il est clair qu'il s'agit en partie au moins d'un ouvrage de type responsorial,
où bon nombre des développements et précisions apportés font suite à des objections soulevées par Arnaud. Ce point est confirmé par Malebranche lui-même. Dans ses entretiens, je tâche de prouver les principales vérités que Arnaud m'a contestées. C'est comme l'abrégé de mes défenses contre ses attaques. Aussi bien que par ses contemporains, les entretiens sur la métaphysique ne sont qu'un renouvellement de toutes les objections qu'on lui a faites, mais si parfaitement résolues que rien n'est achevé comme le système que ce livre contient. Il reprend toutes les matières qui lui avaient été contestées par Arnaud, et en leur donnant cette nouvelle forme, il les dépouille de cette air de dispute qu'elles avaient dans ses réponses à ce docteur. Quoi qu'on pense par ailleurs du tempérament querelleur d'Arnaud, il faut convenir qu'il faisait preuve d'une haute perspicacité philosophique et que ses critiques adressées à Malebranche étaient souvent pertinentes. Or, Malebranche fait partie de ces rares auteurs qui n'ont jamais rechigné à remettre leurs ouvrages sur le métier, à reprendre et faire évoluer leurs pensées lorsqu'ils le jugent expédient et qui reconnaissent ainsi de façon plus ou moins implicite la pertinence des objections et critiques qui leur sont adressées. Il déclare ainsi à toute fin de la préface des EMR, en reprenant les mots de saint Augustin, Fateor me ex eorum numero esse conari, qui proficiendo scribunt et scribento proficiunt. J'avoue m'efforcer d'être au nombre de ceux qui écrivent en progressant et progressent en écrivant. De ce point de vue, les EMR paraissent comme un ouvrage de maturité au sens fort de l'expression, c'est-à-dire l'aboutissement précis et technique de l'ensemble des réflexions engagées par Malebranche depuis les années 1670. Au résultat, les EMR constituent une majestueuse synthèse, un exposé général, magistral, organisé et fluide, le plus riche exposé d'ensemble de la pensée de Malebranche, ou encore une véritable somme malebranchiste, qui mérite peut-être plus que la recherche de la vérité d'être tenue pour le chef-d'œuvre de l'oratorien. Sainte-Beuve, dans son port royal, ne s'y est pas trompé, après les attaques d'Arnaud. Les entretiens sur la métaphysique et la religion recomposèrent tout un ensemble majestueux, harmonieux, facile, éclairé, et qui ne se ressentait aucunement en apparence de toutes les précédentes atteintes. À qui n'aurait lu que ce livre de Malebranche, il serait impossible de comprendre les objections qui ont été faites précédemment, et d'en reconnaître la justesse. Il n'en est aucun à laquelle il ne réponde sans en avoir l'air, et qui ne lui fournisse un motif de correction heureuse. Le bel ange a réparé toutes ses plaies, il a retrouvé toute son agilité céleste. L'ouvrage garde d'ailleurs un statut exceptionnel dans le corpus malebranchiste, ce qui signale sans doute la réussite qu'il constitue aux yeux de son auteur, jusqu'à sa mort en 1715. Malebranche ne rédigea plus de semblables exposés synthétiques de l'ensemble de sa pensée, se consacrant plutôt, outre les débats dans lesquels il fut engagé, à approfondir des questions particulières. Traité de l'amour de Dieu, 1697, Entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois, 1708, Réflexion sur la prémotion physique, 1715.